On regarde des films sur l'espace. On voit des astronautes flotter, des fusées décoller, des paysages martiens à perte de vue. Mais on ne se demande presque jamais à quoi ça ressemble vraiment d'être là-haut. Pas visuellement, sensoriellement. Quel son ferait votre voix sur une autre planète? Que verrait votre œil si vous deveniez microscopique? Que ressentirait votre corps privé d'oxygène? C'est tout l'objet de ce qu'on va explorer aujourd'hui. On commence par le son, votre voix. Vous la reconnaissez parce qu'elle vous suit depuis toujours, mais elle dépend entièrement de l'atmosphère qui transporte ces vibrations. Changez d'atmosphère et votre voix change avec. Sur Mars, l'atmosphère est extrêmement ténue, principalement composée de dioxyde de carbone. Le son s'y propage plus lentement et moins fort. Votre voix sortirait plus grave, plus étouffée, presque éteinte. Sur Vénus, c'est l'inverse. L'atmosphère est si dense que votre voix sonnerait plus grave et résonnante, comme si vous parliez à travers un instrument à vent énorme. Et sur Jupiter, dans une atmosphère riche en hydrogène, votre voix deviendrait étrangement aiguë, presque comique. 3 planètes, 3 timbres de voix radicalement différents. Maintenant, changeons complètement d'échelle. Et si au lieu de changer de planète, vous changiez de taille? Que verriez-vous si vous étiez aussi petit qu'un atome? À cette échelle, les notions habituelles de matière n'ont plus de sens. Le vide domine. Les électrons forment des nuages flous autour des noyaux. La lumière elle-même se comporte étrangement, parce qu'à cette échelle, les règles de la physique classique cèdent la place à la mécanique quantique. Un monde où rien n'est solide et où l'incertitude est la règle. Revenons à des échelles plus humaines, mais dans des environnements bien moins accueillants. L'espace produit des sons, pas dans le vide, où le son ne peut pas se propager, mais à travers les ondes captées par les instruments scientifiques et converties en signaux audibles. Et certains de ces sons sont vraiment dérangeants. Le bourdonnement grave émis par le trou noir au centre de la mate percée, les crépitements des magnétosphères planétaires, le murmure étrange du Soleil, une bande-son cosmique qui donne des frissons. Et puis, il y a la sensation la plus brutale de toutes, celle de manquer d'oxygène. Sans combinaison, exposé directement à l'espace, vous ne tiendriez pas longtemps. Mais 2 minutes, est-ce que c'est jouable? Le corps humain peut résister étonnamment bien, à condition de ne pas paniquer et de ne pas tenter de retenir sa respiration, ce qui causerait des dégâts internes. Mais la perte de conscience arrive en moins de 15 secondes. Le reste devient une course contre la montre. Voilà ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment l'espace transforme nos voix, ce qu'on verrait à des échelles invisibles, les sons cachés du cosmos, et ce que notre corps endure face à un environnement qui n'a jamais été fait pour nous. Voilà à quoi vous ressembleriez si vous étiez né sur d'autres planètes du système solaire. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle voix vous auriez? Car oui, sur ces planètes, votre voix serait totalement différente. D'une voix grave et effrayante à aucun son du tout. Dans cette vidéo, nous allons vous envoyer sur chacune des planètes du système solaire, en commençant par la plus petite et en terminant par les énormes géantes gazeuses. Voyons si quelqu'un peut vous entendre crier. Commençons par la planète la plus proche de notre Soleil, Mercure. C'est un monde étrange. Mercure est peut-être la plus proche du Soleil, mais ce n'est même pas la planète la plus chaude. Ne vous méprenez pas, il fait tout de même très chaud pendant la journée, avec des températures montant jusqu'à 427 degrés. Mais la nuit, elle chute à moins 179 degrés. Et les nuits sur Mercure sont longues. Elles durent 3 mois terrestres. La fourchette de température est si vaste en raison de son atmosphère, ou, plus précisément, à cause de son manque d'atmosphère. Au lieu d'une atmosphère dense comme celle que nous avons sur Terre, Mercure a une exosphère fine. Elle contient un peu d'oxygène, du sodium, de l'hydrogène, de l'hélium et du potassium. Mais vous ne pourriez pas respirer. Si vous étiez né sur Mercure, vous auriez un corps trapu et une épaisse couche de graisse sous une peau à l'apparence métallique pour vous aider à contrôler votre température corporelle. Mais malgré tout, il serait impossible de respirer ici. Pas avec cette exosphère. Et si vous ne pouvez pas respirer sur Mercure, vous ne pouvez pas non plus crier. Pour émettre un son, il faudrait évoluer pour survivre sans oxygène.
Ce n'est qu'ainsi que vous pourriez enlever votre casque et quitter la sécurité de votre habitat. Et puis, criez. Peu importe à quel point vous criez, sur Mercure, personne ne vous entendra. Et pas seulement parce qu'il n'y a personne d'autre autour de vous. Le son a besoin d'un milieu propice pour se propager. Et être sur Mercure, c'est pratiquement la même chose que d'être dans le vide de l'espace. Son exosphère extrêmement fine ne comporte que des filaments d'atomes. Les vibrations de vos cordes vocales n'auraient pas d'air, donc votre voix n'irait nulle part. Mercure est un monde à la fois silencieux, brûlant et glacial. Mais il y existe pourtant une façon d'entendre quelque chose ici. Il faudrait coller votre oreille au sol pendant un séisme mercurien, l'équivalent d'un tremblement de terre, mais sur Mercure. Si vous posiez votre oreille au sol, vous entendriez les vibrations de la planète comme un grondement profond, très grave. Mais mieux vaut ne pas rester là trop longtemps. C'est tout de même un séisme et le sol qui tremble pourrait causer toutes sortes de dommages. Mercure est un monde d'extrême et de silence. Passons donc à une planète dont l'atmosphère est extrêmement épaisse. Parmi toutes les planètes rocheuses du système solaire interne, Vénus possède l'atmosphère la plus dense et la plus terrifiante. Et ici, le son résonne, littéralement. Avant de découvrir votre voix sur Vénus, faisons un petit détour par l'intérieur de votre oreille. Vos oreilles humaines ont évolué sur Terre pour détecter et interpréter les ondes sonores dans l'air terrestre. Vous avez une oreille externe, la partie visible, qui capte les ondes sonores. À l'intérieur, vous avez une oreille moyenne. Elle contient les osselets, les plus petits os du corps humain, qui amplifient les vibrations que votre oreille externe détecte. Et puis, il y a l'oreille interne. Elle contient la cochlée, un organe en spirale rempli de liquide. Lorsque les vibrations sonores l'atteignent, le liquide à l'intérieur de la cochlée bouge et déclenche de minuscules terminaisons nerveuses. Ces nerfs transforment ensuite les vibrations en signaux électriques qui voyagent vers votre cerveau. Et c'est comme ça qu'on entend. Petite anecdote. Certaines parties de vos oreilles ont évolué à partir des poissons. L'un des petits os de votre oreille moyenne, l'étrier, a évolué d'un morceau de branchie d'un ancien poisson. Et les deux autres, le marteau et l'enclume, faisaient autrefois partie de la mâchoire de vos anciens ancêtres reptiliens. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour que ces os se détachent de l'oreille moyenne, pour que vous puissiez entendre ce qui vous entoure. Mais vous n'avez pas évolué pour entendre quoi que ce soit sur Vénus, où les conditions sont au-delà de l'extrême. Comme Vénus contient beaucoup d'air, elle retient la chaleur du soleil. C'est donc un monde chaud, littéralement infernal. Mais l'atmosphère ne se contente pas de générer de la chaleur. Elle exerce aussi beaucoup de pression à la surface. Se tenir sur Vénus serait comme être écrasé par l'océan à 1 km de profondeur. Le poids de cette atmosphère extrême au-dessus de vous s'écraserait avec environ 90 fois la pression de la Terre. Il faudrait une structure osseuse très solide pour survivre ici. Et votre peau aurait un aspect métallique pour refléter toute cette chaleur bouillante et vous protéger des radiations. Alors, comment serait votre voix sur Vénus ? Comme un grognement sourd. Comme ça. Dans cette soupe gazeuse d'air de Vénus, votre voix serait extrêmement grave. Imaginez parler à travers une bouteille de plongée et multiplier cela par beaucoup. Ce serait drôle. Sur Vénus, vous évolueriez pour être plus petit que sur Terre. Mais votre voix serait comme celle d'un géant. Vous seriez petit, mais avec une voix de ténor. Et ce n'est pas tout ce que l'atmosphère vénusienne ferait à votre voix. Le son sur Vénus voyage à 410 mètres par seconde, contre 340 mètres sur Terre. Donc, bien plus vite. Qu'est-ce que cela signifie pour votre voix ? Eh bien,
parce que le son ici voyage plus vite, il rendrait certaines fréquences de votre voix plus aiguës. Le son général resterait grave, donc vous auriez une voix légèrement déformée et puissante, un peu comme Donald Duck, mais plus grave. Cela signifie que vos oreilles devraient aussi évoluer ici. Sur Terre, elles sont adaptées aux fréquences plus hautes que votre environnement. Mais sur Vénus, vos oreilles devraient capter des sons plus graves. Et même la foudre dans le ciel a un son grave, tout comme votre environnement. Vos oreilles auraient donc un aspect différent ici. Vous auriez une petite oreille extérieure, mais vos tympans seraient plus épais et moins flexibles pour pouvoir supporter une pression constante. Vous pourriez même évoluer avec des chambres remplies de liquide plutôt que des cavités remplies d'air, un peu comme les crocodiles. Le problème, c'est que vous ne pourriez encore pas respirer ici. L'atmosphère vénusienne est principalement composée de dioxyde de carbone. Donc, si vous ne voulez pas être dépendant de bouteilles d'oxygène, il vaudrait mieux évoluer pour respirer tout ce CO2. Passons maintenant à Mars. Si vous avez toujours rêvé d'être grand, eh bien, Mars est faite pour vous. Pour survivre dans cet environnement à faible gravité, avec une atmosphère non respirable et des températures basses, vous deviendrez grand et mince. La gravité sur Mars ne représente que 38% de celle de la Terre. Marcher serait facile. Crier, par contre, pas vraiment. Mars s'en sort mieux que Mercure en matière d'atmosphère, mais est toujours très loin de rivaliser avec celle de la Terre. L'atmosphère ici est mince et composée principalement de dioxyde de carbone. Donc, même si vous criez à vous casser la voix, le son sortirait étouffé et discret. Cette atmosphère très mince ne transporterait pas les ondes sonores comme sur Terre. Le cri le plus fort ressemblerait à un murmure discret, et il faudrait être à quelques mètres de la source de ce bruit pour pouvoir l'entendre. Vos poumons devraient devenir des super poumons pour pouvoir extraire le peu d'oxygène qui reste dans l'air. Contrairement à Vénus, la vitesse du son sur Mars est plus faible, atteignant seulement 240 mètres par seconde. Non seulement parce que l'air est rare, mais aussi parce qu'il fait très froid ici. Vous essayerez de survivre dans une fourchette de température allant d'un bon 20 degrés à un froid glacial de moins 153 degrés. Tout cela rendrait votre voix un peu plus grave. L'atmosphère riche en dioxyde de carbone de faible densité absorberait des fréquences plus élevées. Votre voix serait donc douce et grave. Pas aussi grave que sur Vénus, mais plus que sur Terre. Sur Mars, on aurait l'impression de parler à travers un mur, avec un masque épais. Et si vous essayiez d'écouter quelqu'un avec une voix aiguë, vous auriez besoin d'un appareil auditif pour l'entendre. Vos oreilles terrestres ne sont pas conçues pour bien entendre sur Mars, dans un environnement quasi vide. Mais les choses seraient très différentes sur Jupiter. Jupiter est une planète qui n'a pas ce problème d'absence d'air. C'est une planète gazeuse, une géante gazeuse même. Il n'y a pas de surface solide sur laquelle on pourrait marcher. Donc pour vivre ici, il faudrait habiter dans les nuages. Au sommet des nuages, la pression atmosphérique est comparable à celle de la Terre. Ce serait l'endroit idéal pour évoluer ici. L'atmosphère autour de vous serait un mélange d'hydrogène et d'hélium, et il ferait frais, ou devrais-je dire extrêmement froid, moins 110 degrés. En évoluant sur Jupiter, vous perdriez de la densité osseuse et développeriez davantage de muscles. Votre peau serait foncée pour vous protéger des radiations intenses sur cette planète. Mais qu'en est-il de votre voix ? Eh bien, ce n'est pas ce que vous imaginez. Jupiter a tout ce gaz, et après l'atmosphère dense de Vénus, on pourrait penser que votre voix serait grave et profonde. Mais pas du tout. Ici, votre voix ressemblerait plutôt à ça, comme un petit animal insupportable.
L'air ici, dans les sommets des nuages, est très léger et contient de l'hélium. Le son ici voyage 3 fois plus vite que sur Terre. Grâce à tout l'hydrogène et l'hélium léger, vos cordes vocales vibreraient avec moins de résistance et votre voix deviendrait plus aiguë. Reste le problème de la respiration. Il n'y a pas d'oxygène sur Jupiter. Il faudrait donc évoluer en un être respirant de l'hydrogène pour être capable de crier sur Jupiter sans casque. Mais si c'était le cas, votre voix aiguë serait puissante et porterait très loin. Bien sûr, elle devrait rivaliser avec le rugissement de Jupiter, une planète gazeuse très bruyante. Elle connaît des tempêtes intenses et des éclairs massifs qui résonnent et grondent partout sur la planète. Il faudrait crier très fort pour couvrir son bruit. Mais qu'en est-il du cousin géant gazeux de Jupiter, Saturne? Comme Jupiter, Saturne possède une atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Et la température au sommet des nuages descend jusqu'à moins 140 degrés. Ce ne sera pas une surprise si je vous dis que votre voix sur cette planète géante sera elle aussi au perché. Le son voyagerait vite et loin, rivalisant avec les vents de Saturne. Les vents ici peuvent être violents. Les courants de jet atteignent les 1800 km/h et les tempêtes n'y sont pas rares. Saturne ressemble à un souffle chargé de méthane, avec des grondements de tonnerre dans ses nuages. Heureusement, les tempêtes sur Saturne ne sont pas aussi intenses que celles sur Jupiter. Par temps calme, vous pourriez parler à quelqu'un avec votre voix ridiculement aiguë, si vous êtes assez proche. Mais vous ne pourriez toujours pas respirer ici, à moins de développer des organes spécifiques, capables de synthétiser de l'oxygène respirable à partir de la vapeur d'eau dans les nuages de Saturne. Direction les confins du système solaire, Uranus. C'est un endroit glacial où, dans les nuages supérieurs, vous lutteriez pour survivre avec des températures à moins de 100 degrés. Ici encore, ce n'est pas comme si l'air était respirable. Tout comme Jupiter et Saturne, Uranus possède une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, avec aussi pas mal de méthane. Si vous pouviez respirer et crier dans cet environnement, vous auriez une voix aiguë, mais moins que sur les géantes gazeuses. L'atmosphère d'Uranus est plus froide et un peu moins dense au sommet des nuages que celle de la Terre. Et comme j'ai dit, elle contient du méthane, qui est un gaz plus lourd que l'hélium ou l'hydrogène. Résultat, la vitesse du son sur Uranus est plus faible que sur Jupiter, mais assez élevée quand même pour que vos cris d'écureuil portent très loin. Et Uranus est bien plus calme que Jupiter. Bien sûr, il y a des vents qui atteignent les 900 km/h par endroit. Mais dans l'ensemble, la météo ici n'est pas aussi intense. En ce qui concerne les géantes gazeuses et de glace du système solaire, Uranus est assez banal. Sauf pour une chose, son odeur. À cause du sulfure d'hydrogène dans son atmosphère haute, cette planète sent les œufs pourris. Et si vous pouviez crier et respirer ici, vous pourriez également sentir cette bonne odeur. Allons maintenant voir ce que donne un cri sur la dernière grande planète du système solaire, Neptune. Neptune est la deuxième géante de glace et est plutôt extrême. En réalité, toutes les géantes gazeuses et de glace sont extrêmes, mais Neptune est extrêmement extrême. Cette planète a une atmosphère similaire à celle d'Uranus, mais son climat vous laisserait littéralement sans voix. Neptune est connu pour ses vents monstrueux, soufflant à plus de 2400 km/h. Il vous fouetterait, vous et votre habitat. Oh, et vous pourriez crier sur cette planète. Votre voix serait aiguë, un peu comme la voix insupportable que vous aviez sur Jupiter, Saturne et Uranus. Mais personne pourrait vous entendre, à cause de tout leur raffut de vent hurlant en arrière-plan. En effet, Neptune est bruyante.
Des vents furieux partout sur la planète créent un rugissement constant de tempêtes turbulentes. Et ces vents puissants se font entendre en permanence. Et votre petite voix aiguë se perdrait dans ces hurlements assourdissants. Voilà, sur les géantes gazeuses et de glace, vous auriez une voix aiguë. Sur Vénus, une voix grave. Sur Mars et Mercure, vous seriez littéralement sans voix. Et si soudainement, vous commenciez à rétrécir? Combien de temps vous faudrait-il avant de devenir aussi minuscule qu'une particule de poussière? Pourquoi le monde autour de vous semblerait-il différent? Et pourquoi vaudrait-il mieux éviter certaines choses? Aujourd'hui, vous allez réduire de 1 cm par seconde, de votre taille humaine jusqu'à celle d'une particule subatomique. Votre aventure de rétrécissement débuterait soudainement. Au début, vous auriez la taille moyenne d'un adulte. Votre poids, votre voix et votre force de préhension vous sembleraient tout à fait ordinaires. La chambre dans laquelle vous vous trouvez a été conçue pour une personne de votre taille. Waouh! Mais après seulement 10 secondes, vous auriez perdu 10 cm. Curieusement, votre poids diminue plus vite que votre force musculaire. Résultat, vous vous sentirez étrangement léger. Vous pourriez sauter plus haut et courir plus facilement. 20 secondes plus tard, vous auriez encore perdu 10 cm. Vous respiriez un peu plus vite et moins profondément, car vos poumons commenceraient également à rétrécir. Tous ces changements seraient assez subtils, à peine perceptibles au début. Mais après 1 minute entière, vous auriez la taille d'un enfant. Oui, vous faites 60 cm de moins qu'au début. Ça ne passe pas inaperçu. À ce stade, vous auriez perdu 1/3 de votre poids. Vous vous sentiriez plus léger et plus agile, mais vous perdriez également votre chaleur corporelle rapidement. Et le moindre courant d'air vous glace. Lorsque vous prenez une grande inspiration, vous demandant ce qui vous arrive, vous entendez une petite voix aiguë. C'est la vôtre. Votre voix deviendrait plus aiguë car vos cordes vocales rétréciraient en même temps que vous. Tout comme vos autres organes. Maintenir votre chaleur corporelle serait plus difficile et vous inhaleriez beaucoup moins de molécules d'air. En ce qui concerne votre métabolisme, vous vous transformeriez en un petit mammifère. Si vos vêtements ne rétrécissaient pas au même rythme que vous, ce qui n'est pas le cas, ils deviendraient un danger. Vos manches engloutiraient vos mains et vos pantalons tomberaient. Vous finiriez par courir nu à travers cette grande pièce. Mais pour le bien de nos spectateurs et des enfants qui regardent, faisons en sorte que vos vêtements rétrécissent en même temps que vous. En seulement 90 secondes, vous mesureriez moins de 1 mètre, comme un enfant de 4 ans. Les meubles seraient plus hauts que vous. Votre champ de vision serait tellement plus bas que vous verriez des choses que vous n'avez pas remarquées depuis votre enfance. Au bout de 2 minutes, vous auriez perdu 120 cm. Votre voix serait plus aiguë. Non seulement vous auriez une voix d'enfant, mais vous auriez également l'air d'un enfant. Et voici un nouveau super pouvoir. La résonance de votre conduit auditif augmenterait, vous permettant d'entendre des fréquences plus élevées que vous ne pouvez pas percevoir à l'âge adulte. Avec un peu de chance, votre instinct de survie se déclenchera rapidement. Vous êtes désormais si léger qu'une simple rafale de vent pourrait vous renverser. Si un chat passait par là, il vous semblerait si grand, presque comme un tigre, et tout aussi dangereux. Après 2 minutes 30, vous ne mesureriez que 30 cm. À ce stade, vous auriez la même taille qu'un chat, mais vous ne vous sentiriez pas aussi puissant. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout le poids que vous avez perdu, même sauter d'une table ne vous ferait pas mal. Bientôt, les choses vont devenir beaucoup plus intéressantes et vous allez entrer dans un monde que vous n'avez jamais vu auparavant. Un peu plus de 8 minutes après le début de cette aventure, vous atteignez l'échelle des protéines et des molécules. Mais pour l'instant, après 170 secondes de rétrécissement, vous ne mesureriez qu'environ 10 cm, environ 2 fois la taille d'une souris. Les insectes seraient effrayants.
un cafard vous paraîtrait aussi grand qu'un chien. L'environnement lui-même devient méconnaissable. Chaque poussière au sol serait comme un rocher. Et ce qui ressemblait auparavant à de la simple poussière serait en fait une colonie de particules microscopiques et de micro-organismes. Presque 3 minutes après le début du processus, vous mesureriez environ 1 cm, soit la même taille qu'un gros insecte. Et, pour toute personne de taille normale, vous êtes essentiellement devenu un insecte. Essayez de ne pas vous faire écraser. À cette taille, les rainures du plancher ressembleraient à des tranchées et les fibres du tapis à une forêt dense de bambou. L'air serait différent, presque visqueux. Non pas parce qu'il a changé, mais plutôt parce que vous êtes maintenant si petit que vous sentiriez la résistance de l'air à chaque pas. Vous entrez maintenant dans le monde microscopique. Les choses vont devenir folles. Après avoir dépassé la barre des 3 minutes, vous ne mesurez plus que 1 mm. Vous auriez la même taille que la largeur d'une carte micro SD. Autour de vous, vous verriez des acariens se déplacer comme des bulldozers trapus à travers la forêt du tapis. Ils feraient la moitié de votre taille actuelle, et les insectes seraient géants. Une fourmi ferait environ 5 fois votre taille. Vous seriez si minuscule et si léger que même votre propre souffle vous ferait reculer. Vous pourriez vous glisser dans une serrure, disparaître entre 2 lattes du plancher ou être inhalé comme une particule de poussière. Bientôt, vous franchirez le seuil de ce que l'œil humain peut percevoir. Vous êtes sur le point d'entrer dans le royaume des microbes et des cellules. Vous rétrécissez depuis 4 minutes et maintenant, vous êtes devenu à peu près aussi grand que l'épaisseur d'un cheveu humain. Avec une hauteur de 100 micromètres, tout serait méconnaissable et personne ne vous verrait, pas sans l'aide d'un microscope. Regardez, cette flaque de gelée vivante devant vous est une amibe. Une amibe est un minuscule organisme vivant, composé d'une seule cellule. Les scientifiques l'appellent un eucaryote unicellulaire. Il n'a peut-être qu'une seule cellule, mais c'est une cellule complexe avec un noyau et des organites. Cette minuscule créature mange sa nourriture en la serrant dans ses bras et en l'absorbant. Les amibes sont à peu près de la même taille que vous maintenant. Alors, faites attention. Ne la laissez surtout pas vous serrer dans ses bras. Et surtout, ne vous approchez pas trop de la paramécie. Comme les amibes, ce sont des organismes unicellulaires. Mais à cette échelle, elles feraient environ 3 fois votre taille. Elles sont aussi très rapides et peuvent nager à 2 mm par seconde, ce qui, à votre taille, est étonnamment rapide. Heureusement pour vous, ces créatures ne peuvent vivre que dans l'eau, alors essayez simplement d'éviter les gouttes d'eau. De toute façon, à votre taille actuelle, c'est un bon conseil à suivre. Ce monde microscopique serait si nouveau et si fascinant. Comme cette grande créature qui ressemble à un ours. C'est un tardigrade, un ours d'eau microscopique. Ils sont incroyables. En plus d'avoir une allure dodue et sympathique, ils font aussi partie des organismes les plus résistants de la planète. Les tardigrades survivent à presque tout. Les températures glaciales, les pressions extrêmes et même le vide de l'espace. Mais malgré leur apparence inoffensive, mieux vaut ne pas croiser leur route. Non seulement vous seriez minuscule et invisible à l'œil nu, mais vos propres yeux ne verraient plus les choses de la même manière. À présent, vous auriez à peu près la même taille que la longueur d'onde de la lumière visible. Autour de vous, le monde devient brumeux et toutes les couleurs commenceraient à s'estomper. Dans ce nouveau monde microscopique, vous marcheriez même différemment. La gravité serait plus faible et vous pourriez marcher sur une goutte d'eau. Les forces capillaires supporteraient votre petit poids afin que vous ne tombiez pas. Et oui, quand on est aussi petit, marcher sur l'eau, c'est possible.
5 minutes après le début de votre rétrécissement, vous auriez la taille d'un grain de pollen. Autour de vous, vous verriez une forêt de spores de moisissures et d'ifs fongiques. Et vous commenceriez également à distinguer certaines des plus grandes bactéries. Mais il est temps de rétrécir encore davantage. Après 6 minutes, vous seriez aussi petit qu'une cellule humaine. Ces points blancs devant vous maintenant sont vos globules blancs. Et les rouges? Vous avez deviné, des globules rouges. Être à l'intérieur d'un vaisseau sanguin humain serait comme surfer sur des cellules sanguines. Attention aux globules blancs. Ces sphères bosselées sont recouvertes de récepteurs en forme de bras, prêts à capturer et à engloutir les bactéries à tout moment. Si vous vous trouviez à la surface de la peau, les pores ressembleraient à des cratères géants d'une planète extraterrestre. Vous commenceriez à voir des organites à l'intérieur des cellules. Ces petites structures auraient la taille d'une citrouille pour quelqu'un de taille normale. À cette échelle, vos cellules nerveuses ou neurones ressembleraient à des arbres géants, ramifiant des axones et des dendrites à la place de branches. Une fois que vous avez rétréci à la taille d'un demi-micromètre, vous pouvez commencer à vous promener à l'intérieur d'une cellule humaine qui grouille d'organites et contient le noyau de la cellule. Mais continuons à rétrécir. Les choses sont sur le point de devenir submicroscopiques. Après 9 longues minutes, vous ne mesurez plus qu'un nanomètre, soit 1 milliardième de mètre. Vous êtes désormais à la même échelle que les petites molécules et les gros atomes. Ce minuscule point devant vous est une molécule de carbone, environ 3 fois plus petite que vous. Vous-même ne mesurez plus que 5 à 10 atomes de haut. Mais vous ne verriez vraiment rien ici. C'est parce que vous êtes désormais plus petit que les longueurs d'onde les plus courtes de la lumière visible. Mais vous pouvez toucher les choses autour de vous. Les atomes vous donneraient une sorte de sensation de résistance floue. Il s'agirait d'électrons créant des forces électromagnétiques à l'intérieur d'un atome. Le noyau atomique, c'est-à-dire le noyau d'un atome, serait encore beaucoup plus petit. Cette petite chose ne fait que 1 femtomètre de diamètre. Avez-vous déjà entendu parler de cette unité de mesure? Moi, non. C'est 1/100 millième de votre taille actuelle. Après 10 minutes de rétrécissement continu, vous atteignez enfin la taille d'un atome. C'est à peu près à ce moment-là que les lois de la physique deviennent incompréhensibles. Vous venez d'entrer dans le monde quantique. Le concept même d'avoir une forme cohérente ou de voir d'une manière habituelle cessera d'exister. Même si vous, dans tous les cas, vous ne pouvez rien voir. Tout vibre autour de vous. Un atome peut soudainement échanger sa place avec un autre. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Les radiations, qui seraient mortelles à grande échelle, font simplement partie de votre environnement. Un photon de rayon X errant peut vous traverser, vous emportant comme une feuille dans un ouragan. Le monde subatomique des protons, des neutrons et des quarks est plus que minuscule. À cette échelle, vous ne seriez plus un être séparé. Vous feriez partie du réseau atomique. Vous pourriez même vous lier à une molécule. Et voilà, votre voyage s'achève ici. Vous faites un avec votre environnement. Vous êtes un atome qui constitue une molécule, qui constitue quelque chose de plus grand. Comme vous, par exemple, lorsque vous étiez de taille normale. Ce que vous entendez n'est pas le rugissement d'une bête spatiale. C'est le bruit que fait un trou noir. Et pas n'importe lequel. Un trou noir supermassif au centre de l'amas de galaxies de Persée. On pourrait
presque dire que c'est un monstre cosmique. Étrange, n'est-ce pas? L'espace est un endroit vaste et effrayant, mais il peut aussi produire de belles mélodies. Aujourd'hui, nous allons explorer certains des sons interstellaires à la fois incroyables et effrayants, y compris le son de la Terre. Mais attendez, il n'y a pas de son dans l'espace. Alors, d'où vient cette musique cosmique? Commençons par clarifier un point. Les ondes sonores ont besoin de matière pour transporter les vibrations. Mais l'espace est un vide. Si vous criez dans l'espace, personne ne vous entend. Et pas parce que vous êtes loin, mais parce qu'il n'y a tout simplement rien dans l'espace pour propager le son. Alors, comment obtenir une mélodie comme celle-ci? Eh bien, ce morceau épique de l'espace est le son d'une étoile mourante. Plus précisément, une étoile éphémère extrêmement brillante nommée WR124, ou Wolf Riot pour les intimes. Située à environ 28 000 années-lumière de la Terre, elle est sur le point de s'effondrer et devenir un trou noir. Son noyau extrêmement chaud explosera en une supernova éblouissante et donnera naissance à un tout nouveau trou noir. Bien sûr, je ne recommande pas de s'approcher trop près d'une étoile mourante. Mais si vous pouviez vous rapprocher de Wolf Riot, le son que vous entendriez serait différent. Les scientifiques ont créé ce son à partir d'une base de données qu'ils ont recueillies sur l'étoile. Ils ont pris des données de rayons X de Chandra, des images infrarouges du télescope spatial James Webb, Herschel, Spitzer et WISE, et les ont traduites en une véritable œuvre musicale. Les astronomes appellent ce procédé la sonification. Enfin, tout le monde appelle ce processus ainsi, mais ici, ce sont les astronomes qui le réalisent. Ils ont représenté le noyau chaud de WR124 avec un ton intense, descendant, semblable à un cri, ce que, personnellement, je trouve très approprié. Ensuite, ils ont ajouté des flûtes pour représenter les gaz de la nébuleuse, des cloches pour les étoiles de fond et des notes de harpe pour les sources de rayons X. Les cordes symbolisent des gaz qui s'étendent dans l'espace. Et voilà, le bruit d'une étoile mourante sur le point de devenir un trou noir. Mais toutes les mélodies cosmiques ne naissent pas de la mort. Certaines sont un peu plus étranges, comme le chant d'une comète. Oui, même les comètes peuvent produire des sons effrayants dans l'espace. En 2014, la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne a détecté une mystérieuse chanson provenant de la comète 67P. Ces capteurs ont enregistré les vibrations du champ magnétique de la comète. Et voici le résultat. Ces ondes plasma ont des fréquences très basses, environ 40 mHz. Vos oreilles ne peuvent pas entendre une fréquence aussi basse. Les scientifiques ont donc augmenté le volume sur cette comète. Vous pouvez maintenant entendre le chant étrange et sifflant de 67P, la comète chantante. Toutes les bandes originales de l'espace ne sont pas mélodieuses. Comme celle du Moulin Rouge, la plupart d'entre elles sont déconcertantes. Écoutez le son de l'espace interstellaire. Ça fait peur, non? C'est le son que nous avons enregistré en dehors de notre système solaire.
En août 1977, une sonde appelée Voyageur 2 a quitté la Terre et commencé son voyage à travers le système solaire. Quelques semaines plus tard, elle a été suivie par Voyageur 1. Si vous vous demandez pourquoi Voyageur 2 a commencé son voyage avant Voyageur 1, eh bien, c'est simplement parce que Voyageur 1 avait une trajectoire plus courte et a en fait atteint Jupiter et Saturne avant Voyageur 2. Bref, ces deux sondes ont capté des enregistrements audio d'ondes de plasma en survolant les planètes de notre voisinage cosmique. Et laissez-moi vous dire que notre système a un son plutôt troublant. Voici le son de Jupiter. Attention, ce n'est pas le plus agréable. Si Jupiter était un groupe de musique, vos oreilles ne s'en remettraient pas. Ce son a été enregistré lorsque Voyageur 1 s'est approché de Jupiter et a franchi son arc de choc. C'est la limite entre le vent solaire et son champ magnétique. La magnétosphère de Jupiter est immense et violente. Ce son strident et aigu est une activité intense d'ondes plasma provenant de son champ magnétique et des ceintures de radiation. Nous allons bientôt écouter le son de la Terre, qui est assez intense. Mais d'abord, voyons si Uranus a une mélodie plus douce. Ce que vous entendez, c'est le bruit des impacts de poussière sur les anneaux d'Uranus. Et ça, c'est la musique de la magnétosphère uranienne. Et ce bruit extraterrestre, ce sont les ondes de plasma d'Uranus. Tous ces sons ont été enregistrés par Voyageur 2 lors de son survol d'Uranus. Pendant ce temps, en 2012 et 2013, Voyageur 1 a quitté le système solaire et est devenu le premier objet fabriqué par l'humain à entrer dans l'espace interstellaire. C'est là qu'il a enregistré ce son troublant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'espace interstellaire semble vraiment terrifiant. Et il ne s'est pas arrêté là. Voyageur 2 est allé plus loin dans l'espace. Là, il a rencontré non pas une, mais 3 vagues de tsunamis cosmiques. Ces tsunamis ne ressemblent en rien à ceux sur Terre. Il s'agit d'ondes gigantesques dans le plasma de l'espace, provoquées par des éruptions solaires massives. Ce son a été enregistré lorsque des éjections de masse coronale du Soleil ont percuté le plasma au-delà de notre système solaire. Le Soleil a déclenché des ondes de choc qui ont fait vibrer le gaz interstellaire. Les capteurs d'ondes plasma de Voyageur ont pu détecter ces vibrations. Voyageurs 1 et 2 n'étaient pas les seuls à enregistrer des ondes de plasma que les scientifiques traduiraient plus tard en musique. Enfin, si l'on peut appeler ça de la musique. En 2001, la sonde Cassini a été envoyée en mission pour explorer Saturne. Sur sa route, elle a aussi capté ces sons de Jupiter.
toujours un peu étrange, mais pas aussi dramatique que le son de la magnétosphère de Jupiter. Je ne vous le rejouerai pas. En revanche, écoutez le son de la lune de Jupiter, Europe. L'espace n'a peut-être pas de matière pour transporter les ondes sonores, mais il regorge de plasma. Le plasma spatial est constitué de particules chargées qui peuvent vibrer et créer des ondes électromagnétiques. Le son d'Europe que vous venez d'entendre est celui des vibrations d'ondes de plasma converties qu'une autre sonde, Juno, a enregistrées lorsqu'elle s'est approchée de cette lune. Pour créer ces mélodies cosmiques, les scientifiques analysent la fréquence des vibrations enregistrées par des sondes comme Juno. Si ces fréquences sont proches de la gamme audible pour l'oreille humaine, elles peuvent être écoutées directement sous forme de son. Si les fréquences sont trop basses ou trop hautes, la NASA les accélère ou décale le ton dans la plage audible. C'est ainsi que nous obtenons de nombreux sons spatiaux. La sonde spatiale Cassini de la NASA n'a pas seulement enregistré Jupiter. Ce vaisseau orbitait autour de Saturne et transportait un instrument de mesure de plasma et d'ondes radio. Et c'est avec ça que Cassini a découvert que Saturne émet des ondes radio intenses liées à ses aurores. Pour créer cet enregistrement, l'équipe de Cassini a compressé 27 minutes de données en 73 secondes. Comme les fréquences originales étaient bien au-dessus de la portée de l'audition humaine, ils ont décalé le ton pour que vous puissiez entendre le rugissement de Saturne. Ce bruit effrayant a été capté en avril 2017, lorsque Cassini a traversé l'espace entre Saturne et ses anneaux. Ce que vous entendez, ce sont des particules des anneaux frappant la sonde. Ce prochain son effrayant de l'espace ne provient pas d'une planète extraterrestre. Il s'agit en fait du son du champ magnétique terrestre. Si vous vous êtes déjà demandé quel son émettait la Terre, eh bien, grâce au satellite SWAM de l'Agence spatiale européenne, vous le savez maintenant. Et le résultat est terrifiant. Pour réaliser cet enregistrement, les scientifiques ont pris des données magnétiques réelles des profondeurs du noyau terrestre et de son environnement spatial, puis les ont transformées en sons audibles. Ces grondements sourds, ces grincements métalliques et ces murmures étranges sont le bruit de notre planète. Les passages les plus intenses de cette piste sont basés sur une véritable tempête géomagnétique déclenchée par une éruption solaire en 2011. Ce gémissement effrayant que vous entendez est le Soleil frappant des particules chargées du bouclier magnétique terrestre. Beaucoup de ces sons sont effrayants, et encore plus loin, dans les profondeurs de l'espace, vous pourriez entendre les deux trous noirs entrer en collision. Ce que vous entendez ici, ce sont des ondes gravitationnelles que les scientifiques ont converties en sons que vous pouvez entendre. Lorsque les trous noirs entrent en collision, ils provoquent d'énormes ondes gravitationnelles qui créent des ondulations dans l'espace-temps lui-même. Ces ondes spécifiques sont appelées GW 150-914. Elles ont été créées par deux trous noirs, 36 et 29 fois la masse de notre Soleil. Lorsque ces deux monstres ont fusionné, ils ont créé un trou noir plus grand qui est aussi massif que 62 soleils.
Ces ondes se sont produites à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous et ont été enregistrées par l'observatoire LIGO. On peut dire que c'est littéralement le son de la gravité. L'espace est vaste et vide, mais il n'est pas aussi vide qu'on pourrait le penser. Certaines régions de l'espace contiennent du gaz chaud capable de transporter le son. Revenons à notre trou noir supermassif dans l'amas de galaxies de Persée. Ce que vous entendez, c'est le trou noir qui projette des ondes de pression dans le gaz chaud environnant. Les scientifiques ont détecté ces signaux grâce à des données de rayons X. Et voici les sons réels provenant de ce trou noir. Enfin, ces ondes sonores sont environ 57 octaves en dessous de ce que vous pouvez entendre. La NASA a donc amplifié les bruits provenant de ce trou noir en quelque chose que vos oreilles peuvent entendre. Bon, certains trous noirs ont un son plus joli que ça. Vous vous souvenez de la première image jamais capturée d'un trou noir ? Voici la silhouette du trou noir supermassif M87. Ce gigantesque monstre de l'espace dévore la matière à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre, au centre de la galaxie Messier 87. Nous n'avons pas seulement pris une photo d'un trou noir. Cette image a été créée en combinant les données de 8 observatoires radio. En avril 2017, les scientifiques ont relié 8 radiotélescopes du monde entier pour former le télescope de l'horizon des événements. Ces télescopes ont observé M87 et enregistré une montagne de données d'ondes radio. Les superordinateurs ont ensuite assemblé ces données, pixel par pixel, pour révéler cet anneau orange brillant. Mais les scientifiques sont allés plus loin et ont traduit ces données en un champ cosmique. Vous vous souvenez du vaisseau spatial Voyageur 2 ? Eh bien, un jour, il atteindra les confins de l'espace interstellaire et enregistrera de près le son d'un trou noir. Au début, vous ne remarquerez rien. Mais petit à petit, seconde après seconde, l'air autour de vous se raréfie. Au bout de 30 secondes, vous manquez déjà d'air. Les moteurs s'arrêtent, les hôpitaux s'effondrent. Après 2 minutes, les avions s'écrasent, les océans suffoquent et le ciel devient nocif. Si la Terre perdait 1% de son oxygène chaque seconde, c'est exactement à ce rythme que le monde s'effondrerait. Mais combien de temps faudrait-il avant que nous soyons complètement à court d'oxygène ? Peut-on survivre dans un monde sans oxygène ? Et y a-t-il un espoir pour que les humains puissent un jour repeupler la Terre ? Bon, les premières secondes après que l'oxygène commence à disparaître, les choses ne semblent pas si dramatiques. Après 10 secondes, il reste encore 90% d'oxygène initial. Peut-être auriez-vous l'impression que l'air que vous respirez était un peu plus mince, comme si vous décidiez soudainement de faire une randonnée sur le mont Everest. Et si vous étiez vraiment sur une montagne aussi haute, ce serait encore pire. À 5500 mètres, l'air contient déjà 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Et maintenant, il y aurait 10% d'oxygène en moins disponible. Donc, si vous faisiez de la randonnée à cette altitude, vous seriez encore plus rapidement à bout de souffle.
Et si vous étiez un athlète de haut niveau? Votre corps serait extrêmement sensible aux changements autour de vous. Vous vous sentiriez épuisé par des choses qui vous semblaient auparavant incroyablement faciles. Mais si vous n'êtes ni randonneur en haute montagne ni sportif d'élite, peut-être que vous ne paniqueriez pas. Mais il y a des gens qui s'affoleraient. Les météorologues, les spécialistes des sciences de la Terre et tous ceux qui surveillent l'atmosphère. Ils remarqueraient tout de suite les lectures étranges provenant de leurs instruments. Le temps de passer des appels pour signaler une urgence au gouvernement, 20 secondes de plus se seraient écoulées. Et passer de 21% à 19% d'oxygène, ce n'est rien. Dans les 20 secondes qui suivent, les choses seront bien pires. 30 secondes se sont écoulées depuis que les niveaux d'oxygène ont commencé à baisser. Et maintenant, 26% de l'oxygène de la Terre a disparu. Avant cela, l'atmosphère terrestre contenait 21% d'oxygène et 79% d'azote. Désormais, avec un quart de l'oxygène disparu, il ne représente plus que 16% de l'atmosphère. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, vous remarquerez sans doute la différence. Vous êtes soudainement à bout de souffle, vous respirez plus fort, vous êtes en hyperventilation, c'est-à-dire que vous respirez beaucoup plus rapidement. Vous êtes peut-être au niveau de la mer, dans les rues de New York, mais vos poumons ont l'impression de grimper une montée en haute altitude. Les seules personnes qui pourraient se sentir bien, ce sont celles qui vivent dans les hautes altitudes, comme Aspen, Colorado. Cette ville se trouve à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vivant là depuis des années, leurs corps se sont déjà acclimatés à une baisse de l'oxygène. Donc, s'ils étaient au niveau de la mer, ils seraient capables de gérer un niveau d'oxygène de 16%. Toute personne avec un travail physique doit ralentir. Les ouvriers du bâtiment voient la sueur couler sur leur visage alors qu'ils essayent tant bien que mal de respirer. Dans les usines, les ouvriers qui utilisent de la machinerie lourde sont moins coordonnés, créant plus d'accidents. Dans les hôpitaux, les choses s'empirent. Les personnes malades déjà en détresse respiratoire voient leur état se dégrader. Une personne souffrant d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de lésions artérielles souffrirait déjà d'un manque d'oxygène. Et il y en aurait désormais encore moins. Leur cœur se mettrait à battre plus vite, cherchant désespérément à apporter plus d'oxygène au corps. Mais cela ne fonctionnerait pas, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'oxygène disponible dans l'air. À mesure que l'oxygène diminue, ils deviennent de plus en plus confus, et certains d'entre eux mourront. Les humains ne sont pas les seuls à souffrir. Les oiseaux commenceraient à tomber du ciel, car ils ont besoin d'un taux d'oxygène de 21% dans l'air. Leurs besoins énergétiques sont extrêmement élevés pour avoir assez de puissance pour battre la gravité et rester en vol dans les airs. C'est pour ça que les oiseaux ont évolué pour extraire 25% plus d'oxygène de l'air que les mammifères. Mais avec cette chute soudaine d'oxygène, ils sont à court d'énergie et incapables de voler. Et les plantes? On pourrait penser qu'elles s'en sortiraient, car tout ce qu'elles font, c'est absorber du dioxyde de carbone et fabriquer des sucres. Mais les plantes, comme nous, respirent aussi de l'oxygène et l'utilisent pour brûler des aliments afin d'obtenir de l'énergie. Cette baisse d'oxygène les oblige à trouver des alternatives pour obtenir leur énergie. Peut-être que tout ce stress vous donne envie d'allumer un feu pour vous détendre. Bonne chance, avec moins d'oxygène, le feu peine à démarrer ou s'éteint rapidement. Les réseaux électriques commencent donc à s'arrêter. Sans électricité, plus de trains ou de feux de circulation. Les signaux d'alerte commencent à retentir à mesure que les systèmes d'alerte automatisés s'activent. Après avoir entendu les alertes des scientifiques, les gouvernements du monde entier déclenchent leur niveau de sécurité les plus élevés. À la télévision, les présentateurs annoncent l'état d'urgence, tout en ayant du mal à respirer. Les gouvernements pensent qu'il s'agit d'une attaque hautement coordonnée contre leur pays, jusqu'à ce qu'ils voient que cela se produit partout, dans le monde entier. Les présidents et les premiers ministres sont branchés à de l'oxygène, s'il en reste. Mais ils paniquent en voyant tout le monde autour d'eux lutter pour survivre. Sur les routes, les gens commencent à crier et à klaxonner. Il y a d'énormes embouteillages. Mais pourquoi? Les moteurs à combustion standard sont conçus pour fonctionner avec de l'air contenant 21% d'oxygène. À 16%, le moteur n'a pas la puissance nécessaire pour démarrer. Les gens sortent de leur voiture, à bout de souffle, et s'en vont. C'est peut-être le moment idéal pour investir dans des voitures électriques.
Il n'y a pas que les moteurs de voitures qui tombent en panne. Ceux des avions cessent de fonctionner correctement aussi. Habituellement, ils compriment l'air à haute altitude pour extraire suffisamment d'oxygène pour brûler le carburant. Mais à mesure que le niveau d'oxygène s'affaiblit, il n'y en a pas assez pour brûler le carburant. Les voyants de la ceinture de sécurité s'allument et les masques d'urgence tombent pour les passagers en hyperventilation. Les contrôleurs aériens reçoivent un tas d'appels demandant des autorisations d'atterrissage d'urgence, car les moteurs ne fonctionnent plus. Mais pour certains, c'est pire. Ils commencent à tomber du ciel. Et ce n'est pas fini. Tous les moteurs à combustion sont affectés. Les bateaux et les navires commencent à dériver en pleine mer. Les excavatrices ne peuvent plus creuser la terre et les bulldozers s'arrêtent brutalement. Et la situation ne va qu'empirer. Après un peu plus d'une minute, 50% de l'oxygène de l'atmosphère a disparu. Si vous étiez déjà à bout de souffle après 30 secondes, la situation est désormais bien pire pour vous et tout le monde sur Terre. Vous respirez encore plus vite maintenant, et vos respirations sont courtes et superficielles. Avec une concentration d'oxygène dans l'air tombée à 11%, les humains luttent pour survivre. Dans le miroir, vous voyez que vos lèvres ont viré au bleu. Il y a si peu d'oxygène qui atteint votre cerveau qu'il ne peut fonctionner. Vos pensées sont confuses et votre jugement altéré. Vous voulez prendre votre téléphone et appeler vos proches. Mais vos bras et vos jambes ne vous obéissent plus. Vous titubez sur la route et en voyant tout ce qui se passe, vous réalisez que c'est la fin, l'apocalypse. Les sirènes d'alerte se déclenchent sans que personne ne réponde. Les gens tombent ou sont allongés inconscients dans la rue. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez des avions chuter. La diminution de l'approvisionnement en oxygène a fait que les moteurs ne fonctionnent plus. 1 minute n'a pas suffi aux pilotes pour effectuer des atterrissages d'urgence. Vous rampez à l'intérieur pour éviter d'être frappé par la chute de débris. Les quelques rares patients sous oxygène dans les hôpitaux respirent encore. Ils voient les niveaux d'oxygène s'épuiser et sont submergés par la peur. Et les médecins et les infirmières, ils ne sont plus en état de s'occuper d'eux. Y a-t-il au moins une bonne nouvelle? Eh bien, tous les feux de forêt qui étaient encore actifs il y a 30 secondes sont complètement éteints. Il n'y a plus assez d'oxygène pour qu'une braise reste allumée, et encore moins pour alimenter un feu de forêt. À ce stade, un autre changement se produit. Avec moins d'oxygène dans l'air, la pression atmosphérique chute. Moins de pression dans les océans signifie qu'ils commencent à libérer des gaz dissous. L'oxygène dissous commence à s'échapper de l'eau, ce qui fait que les poissons ont du mal à respirer. Ce dégazage affectera toutes les créatures marines qui ont du mal à respirer à mesure que les océans perdent leur oxygène. Les poissons respirent de l'oxygène dissous dans l'eau, mais celui-ci se raréfie. En quelques instants, des milliers de poissons meurent. Ça, c'est pour les océans. Mais qu'en est-il du ciel? La prochaine caractéristique de notre environnement qui souffrira de la baisse d'oxygène est notre stratosphère. La couche d'ozone est constituée d'oxygène, où 3 atomes se combinent pour former une seule molécule d'ozone. Mais la forte baisse de l'oxygène signifie qu'il y a moins de formation d'ozone. Au fur et à mesure que l'ozone est détruit, les rayons UV nocifs du soleil frappent la Terre. Ces rayons provoquent le cancer et la cataracte chez l'humain. Quiconque cherche de l'air sur la plage sent soudain les rayons du soleil les brûler, encore plus fort qu'auparavant. La seule bonne nouvelle, à la vitesse à laquelle l'oxygène disparaît, ils n'auront pas le temps de voir les effets nocifs sur leur corps. Une minute entière s'est écoulée et le niveau d'oxygène a encore chuté. Désormais, 70% de l'oxygène atmosphérique a disparu. En à peine 2 minutes, la concentration dans l'air est passée de 21% à seulement 6%. À 6%, les humains et les animaux commencent à s'évanouir et à s'effondrer, inconscients. Leurs visages prennent une teinte grisâtre. Si cette concentration d'oxygène de 6% ne durerait que 4 ou 5 minutes, il resterait un espoir de survie pour les personnes encore en vie.
au-delà de 6 minutes, seuls 50% d'entre nous survivraient. Et chaque seconde qui passe réduit encore davantage cette probabilité, car l'oxygène continue de disparaître. Les humains, les animaux, les plantes meurent partout. C'est la plus grande extinction de masse que la Terre ait jamais connue. Tout comme il y a 550 millions d'années, lorsqu'une chute soudaine de l'oxygène a anéanti 80% de la vie. L'oxygène a disparu des profondeurs des océans, tuant les animaux qui y vivent. Le plancton qui produit de l'oxygène frais et reconstitue nos réserves meurt rapidement. Les grandes infrastructures que les humains ont construites sur Terre s'effondrent. Il n'y a plus d'électricité produite à partir de combustibles fossiles, car la combustion du charbon ou du gaz a besoin d'oxygène, qui a disparu. Curieusement, seule l'électricité solaire et hydroélectrique continue de produire. L'eau continue de couler et les panneaux solaires n'ont pas besoin d'oxygène. La Terre a enfin de l'énergie propre. Mais plus personne n'est là pour l'utiliser. Le pire est encore à venir. Cet événement catastrophique n'est pas seulement un exercice pour savoir qui retient son souffle le plus longtemps. Non, il s'agit d'un anéantissement complet de tout sur Terre. Ce n'est pas seulement l'oxygène dans l'atmosphère qui disparaît. Chaque molécule d'oxygène sur Terre disparaît. Les atomes d'oxygène qui se lient aux hydrogènes pour produire de l'eau, celles qui font partie de la croûte terrestre et qui se trouvent dans le béton. Maintenant, nos bâtiments debout. Les océans deviennent une mer d'hydrogène à mesure que les molécules d'oxygène s'échappent. La croûte terrestre se désagrège en silicium et en carbone. Et à mesure que l'oxygène du béton disparaît, il ne peut plus se lier et tous les bâtiments de la Terre s'effondrent en poussière. Huit minutes après le début de cette catastrophe, 99% de l'oxygène de l'atmosphère a disparu. L'air, autrefois composé de 21% d'oxygène, en contient désormais moins de 1%. L'oxygène a aussi quitté notre corps, notre croûte terrestre et la nature. Tous les êtres vivants sont morts, pas seulement à cause de l'asphyxie. Les corps se désagrègent littéralement à mesure que l'oxygène disparaît. Le corps humain est composé à 65% d'oxygène. Et avec les bâtiments, les corps humains deviendront un tissu pulpeux à mesure que l'oxygène disparaîtra partout. Un retour en arrière est impossible. Les plantes, les humains, la Terre, tout est détruit. La Terre pourrait-elle se remettre de cette désoxygénation massive de 8 minutes? Non, pas si chaque atome d'oxygène disparaît sur Terre. Pas avant des milliards d'années au moins. Mais revenons un peu en arrière, un scénario un peu moins horrible. Et si l'oxygène ne disparaissait que de l'atmosphère? La Terre pourrait-elle s'en remettre? Si c'était le cas, nos bâtiments seraient toujours debout. Ouf! Bonjour Colisée. Et certaines formes de vie pourraient survivre, car il y a des bactéries qui peuvent vivre sans oxygène, les bactéries anaérobies. Ce sont les premières à avoir émergé sur Terre il y a des milliards d'années. Et avec cet épuisement rapide de l'oxygène, c'est presque comme si nous étions remontés dans le temps. Les conditions sont parfaites pour qu'elles prospèrent. Qu'en est-il des autres formes de vie? Que diriez-vous si nous actionnions un interrupteur magique à ce moment-là pour qu'il y ait une grande inversion et que la Terre gagnait 1% d'oxygène chaque seconde? En un peu moins de 8 minutes, la Terre serait de retour à son point de départ, 21% d'oxygène. Malheureusement, il y aurait tout de même beaucoup d'humains et d'animaux morts, tout comme la vie végétale. Mais attendez un peu, regardons ça de plus près. Tous les animaux ne sont peut-être pas morts. Il y en a deux qui peuvent survivre sans oxygène pendant un certain temps et qui sont toujours en vie. Les premiers sont les cafards. On sait qu'ils peuvent survivre après avoir été immergés dans l'eau pendant 40 minutes. Il y a donc de fortes chances qu'ils reviennent à la vie à mesure que l'oxygène revient sur Terre. Ensuite, il y a le rataupe nu. Il peut survivre jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Il y a aussi un autre type de créatures qui ont peut-être survécu. Ceux-ci ont un trait utile. Ils peuvent basculer entre des environnements riches en oxygène et des environnements sans.
Le terme scientifique est anaérobie facultatif. Si l'oxygène est disponible, il respire comme nous, les humains. Mais s'il n'y en a pas, il passe à la fermentation. Quoi qu'il en soit, il survit. Il est donc possible que la Terre en ait encore. Parmi eux, il y a des bactéries, des levures, certains champignons, et même quelques invertébrés marins. Par exemple, un type de ver segmenté appelé ver à poil présente ce double avantage de survie. Si nous attendions que la vie évolue à partir de bactéries anaérobies, nous pourrions devoir attendre des milliards d'années. Après tout, il a fallu 2,5 milliards d'années pour que les humains évoluent à partir de cyanobactéries. Il n'y a aucune garantie que ce cycle d'évolution aura lieu une deuxième fois, du moins pas sur une Terre qui devient chaque jour plus hostile. On y reviendra dans quelques instants. Une voie plus prometteuse vers l'humain 2.0 est celle des créatures multicellulaires. Peut-être que les vers à poil ou les ratopnus, après des millions d'années de cycle évolutif, conduiraient à une seconde venue des humains, en supposant bien sûr que les cafards ne prennent pas le contrôle de la Terre. Mais il y a une contrainte de temps. La Terre ne restera pas hospitalière telle qu'elle l'est aujourd'hui pendant des milliards d'années. Dans à peine 600 millions d'années, il fera beaucoup plus chaud sur Terre. Le Soleil brillera 6% plus fort et la quantité de rayonnement solaire frappant la Terre augmentera dramatiquement. Si de nouvelles formes de vie évoluent, elles doivent s'adapter pour survivre sur une planète qui ne cesse de se réchauffer. Avec cette chaleur, dans 600 millions d'années, il n'y aura plus de vie végétale photosynthétique. La chaleur intense du Soleil entraînera l'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère, rendant la photosynthèse impossible. Puis, dans 400 millions d'années, ce Soleil brûlant fera évaporer nos océans. Sans eau, il sera très difficile pour les cafards de survivre. Heureusement, nous ne perdons pas réellement 1% d'oxygène chaque seconde. Même si nous parvenions à tout regagner ensuite, la vie humaine sur notre belle planète bleue serait pratiquement détruite. Et si ce n'est pas l'oxygène qui fait le yo-yo, le Soleil peut avoir un effet assez dévastateur sur la Terre à mesure qu'il vieillit et se réchauffe davantage. Mais que se passerait-il si nous versions toute l'eau de la Terre sur le Soleil? Est-ce que cela le refroidirait? C'est possible, mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si